Mon ex-femme infidèle et son amant m'ont humilié au tribunal parce que j'étais mécano. Mais quand le juge a révélé ce que je cachais vraiment, tout a changé. Je m'appelle Maxime, j'ai 32 ans et j'ai besoin de sortir tout ça de moi. C'est à propos de mon divorce. Honnêtement, ça me ronge depuis un bon moment. Je travaille comme mécanicien depuis 10 ans. J'ai commencé juste après mon BTS en mécanique. Je bossais dans un atelier connu à Nanterre. Enfin, je devrais dire que j'y bossais, mais on y reviendra. Je bricole les voitures depuis mes 16 ans. C'est tonton Gérard qui m'a tout appris dans son garage. Après mes études, j'ai obtenu tous mes diplômes pro. Beaucoup pensent que mécano, c'est juste changer l'huile. Mais aujourd'hui, une voiture, c'est presque un ordinateur sur roue. Il faut vraiment s'y connaître. C'est un métier honnête, ça paie les factures, et surtout, j'adore ça. J'ai rencontré Claire il y a environ 7 ans, quand elle est venue faire réparer sa voiture. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes dès le début. Elle n'arrêtait pas de parler de son véhicule, premium, qu'il fallait traiter avec soin. Je me suis dit qu'elle était un peu hautaine. Mais quand elle m'a souri, j'ai tout oublié. Elle bossait dans une agence de com à La Défense. Toujours en tailleur hors de prix, avec des sacs de créateurs dont je ne connaissais même pas les marques. Je ne vais pas mentir, je me suis senti chanceux qu'une femme comme elle s'intéresse à un gars comme moi. Je gagnais correctement ma vie, mais je rentrais tous les soirs avec du cambouis sous les ongles. On a commencé à sortir ensemble. Au début, ça se passait bien. Elle semblait curieuse de mon travail. Elle posait des questions sur les voitures. Parfois, elle m'apportait le déjeuner à l'atelier. Mes collègues rigolaient en disant que j'avais vraiment décroché une femme de classe. Je croyais qu'elle était différente de ces gens de bureau qui méprisent les ouvriers. Malgré nos différences, je pensais qu'on avait quelque chose de spécial. Elle me disait qu'elle admirait ma rigueur, qu'elle aimait ma passion pour la mécanique. Après 2 ans de relation, on s'est mariés. Le mariage était plutôt grand. Ce sont surtout ses parents qui ont payé. Moi, j'ai mis ce que je pouvais. Son père, un promoteur immobilier, avait l'air de m'apprécier au début. Il disait qu'il respectait les gens qui bossent avec leurs mains. C'est sûrement pour ça qu'il a accepté de se porter garant pour mon prêt immobilier. Oui, j'ai acheté la maison avant notre mariage. J'économisais depuis des années. Je vivais dans un studio minuscule. Je mettais de côté chaque euro que je gagnais en plus, grâce à des petits boulots. La maison n'avait rien d'extraordinaire. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin sympa. Mais c'était dans un bon quartier de Colombes. Et j'étais fier de pouvoir l'acheter. Le fait que son père soit garant m'a permis d'avoir un meilleur taux. Mais j'ai payé toutes les mensualités moi-même, sans jamais en rater une. Au début, Claire semblait enthousiaste. Elle parlait de rénover la maison ensemble, d'en faire un vrai chez nous. Puis, elle a commencé à faire des remarques. Quand ses collègues passaient, ce qui arrivait rarement, elle disait « On pense bientôt déménager dans un quartier plus chic » ou « C'est juste notre première maison ». Ça m'a blessé. J'avais l'impression que tous mes efforts ne comptaient pas. J'ai aussi vite compris qu'elle n'aimait pas parler de mon travail. Aux soirées de son boulot, quand elle m'invitait ou elle me présentait comme un artisan indépendant dans le secteur automobile. Techniquement, ce n'était pas faux, mais à l'époque, j'avais juste l'impression qu'elle avait honte de dire que j'étais mécano. Ma sœur Élise n'a jamais cru en Claire. Elle passait parfois à l'atelier pour sa voiture. Un jour, elle m'a dit « J'aime pas la façon dont elle te regarde. Comme si t'étais un projet qu'elle veut transformer. » J'ai balayé ça d'un revers de main. Vous savez comment sont les sœurs. Toujours à penser que personne n'est assez bien pour leur frère. Notre première année de mariage était correcte. On avait nos habitudes. Moi je bossais à l'atelier de 7h à 18h. Parfois plus tard si le boulot était complexe. Claire, elle, travaillait de 9 à 17h, mais restait souvent pour des réunions clients ou des after-work. J'aurais dû faire plus attention à ces soirées tardives. Mais j'étais occupé à suivre des cours du soir dans un centre de formation. Je ne lui en ai jamais parlé. À chaque fois que je voulais faire quelque chose pour m'améliorer, si ça n'impliquait pas de quitter le garage, elle se moquait de moi. Avec du recul, je vois tous les signes. Elle fronçait le nez quand je rentrais avec mes vêtements pleins de taches. Elle ne venait plus jamais traîner dans le garage quand je bricolais ma vieille Peugeot. Elle me parlait sans cesse de reprendre des études pour avoir un vrai métier. Mais bon, on dit toujours que c'est plus clair après. Les choses ont vraiment commencé à déraper 2 ans après le mariage. Claire a été promue. Et là, elle est devenue invivable. Elle rentrait en parlant de dîner chic, d'événements d'entreprise.
Elle mentionnait tout le temps un certain Julien. Elle disait qu'il l'avait beaucoup aidé à décrocher sa promotion. Je me souviens très bien d'une nuit. Elle est rentrée vers 23 heures. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle m'a dit qu'il y avait eu une réunion urgente avec un client et qu'elle avait dû s'acheter une tenue adaptée. Je me suis senti idiot rien que pour avoir posé la question. C'est à peu près à cette époque qu'elle a commencé à faire des remarques bizarres sur la maison. Mon beau-père, tu te souviens, celui qui s'était porté garant pour le prêt, venait parfois dîner. Il parlait de la valeur des biens immobiliers et de comment je retenais Claire en refusant de déménager dans un quartier plus chic. Et tout ça, juste là, à notre table. Lui, il hochait la tête pendant qu'il disait que, vu que sa signature figurait sur le prêt, il avait son mot à dire sur ce qu'on faisait de la maison. Mais le pire, c'est la façon dont elle a commencé à parler de mon métier. Une fois, un client très riche a apporté sa Ferrari. La plupart des garages refusaient d'y toucher. Mais moi, j'ai les certifications pour les voitures de luxe. Claire a raconté à ses copines que je m'amusais avec des jouets hors de prix au lieu de chercher une vraie carrière. Pourtant, je gagnais très bien avec ces réparations spécialisées. Mais elle ne m'a jamais demandé. Avant, je riais de ce genre de truc. Mais ça a fini par me peser. Puis il y a eu les soirées de boulot. C'était pénible. Je me souviens d'une fête de Noël organisée dans un grand hôtel du centre-ville. J'ai dépensé pas mal pour un costume classe, juste pour avoir l'air à ma place. Mais toute la soirée, elle me laissait seule, pendant qu'elle discutait avec ses collègues. Son entourage pro, c'était un autre monde. Des types en costume de luxe, qui parlaient de portefeuilles d'investissement et de résidences secondaires. Un mec m'a même demandé si je connaissais un bon mécano, juste après que Claire m'a présenté comme son mari. Elle a rigolé, comme si de rien n'était, pendant que moi, je me sentais comme un intrus total. Après cette soirée, la distance entre nous s'est creusée encore plus. Avant, on dînait ensemble presque tous les soirs. Maintenant, elle bossait tard tout le temps. Et même quand elle était à la maison, elle était ailleurs. Toujours sur son téléphone ou son ordi. J'ai essayé de lui proposer des sorties, des week-ends comme avant. Mais il y avait toujours une urgence au boulot ou un rendez-vous client. J'ai commencé à remarquer qu'elle envoyait des messages tout le temps. Son téléphone toujours face contre la table. Elle sortait de la pièce pour répondre à certains appels. Du classique, hein. Mais je me disais que je devenais parano. Après tout, c'était une cadre dans le marketing. Évidemment qu'elle avait des appels pro. Les vrais problèmes ont commencé quand son frère s'en est mêlé. Ce mec-là, une vraie plaie. Il a amené sa voiture à mon atelier une fois. Et il s'attendait à ce que je la répare gratuitement, sous prétexte qu'on était de la famille. Quand je lui ai dit qu'il devait payer comme tout le monde, il est allé se plaindre à Claire en disant que j'étais difficile. Elle l'a soutenu. Elle disait que je devrais aider la famille, vu que je faisais juste des réparations simples. Mon beau-père a empiré aussi. Il débarquait sans prévenir à l'atelier. Il posait des questions sur mes finances. Il voulait voir les papiers des paiements de la maison. Il disait qu'il protégeait son investissement, puisque son nom figurait sur le prêt. Peu importe que je n'ai jamais raté une seule mensualité. Je bossais tard presque tous les soirs. Un peu pour éviter de rentrer à la maison et me taper encore une dispute sur mon soi-disant manque d'ambition. Et un peu parce que je continuais mes cours de gestion. Claire ne me demandait jamais pourquoi je rentrais tard. Elle pensait sûrement que je bricolais des bagnoles. Elle faisait des remarques du genre « Tu préfères la graisse à moi ». Le point de rupture, c'est lors d'une soirée d'été de son entreprise. Ils avaient loué un rooftop hyper chic. Claire a insisté pour que je vienne, en disant que ça compenserait les autres soirées pro que j'avais ratées. Alors qu'en vrai, je ne les avais pas ratées. Elle avait juste dit aux gens que je n'étais pas venu. J'arrive là-bas, et je la vois. Collée à un grand type en costume hors de prix. Plus tard, j'ai su que c'était Julien, son collègue. La façon dont ils se sont éloignés d'un coup quand ils m'ont vu. Disons que je ne suis pas aussi bête que Claire le pensait. Je savais qu'il se passait quelque chose. Mais je n'avais pas encore de preuves. D'habitude, je ne suis pas du genre fouineur. Mais après cette soirée, je ne pouvais plus faire semblant. J'ai commencé à faire attention aux habitudes. Chaque jeudi soir, elle restait tard au bureau. Mais sa voiture n'était pas garée là-bas quand je passais devant. Et puis il y a eu les relevés de cartes bancaires. D'un coup, plein de paiements dans des restos que je ne connaissais pas. Toujours pour 2 couverts. Toujours le jeudi. Quand je posais des questions, elle se braquait direct.
Elle disait que c'était des dîners avec des clients. Bizarre que tous ces rendez-vous pro se fassent dans des restos romantiques du centre-ville. Un jour, je récupère le courrier. Une enveloppe d'une bijouterie de luxe. Une de ces boutiques où tout coûte plus cher que ma première voiture. À l'intérieur, un reçu. Pour une montre pour homme. Mon anniversaire était loin. Et Claire ne m'avait jamais acheté de bijoux. Elle disait toujours que ce n'était pas pratique pour un mécano de porteur des trucs élégants. Quand j'ai essayé de lui parler de tous ces changements, Claire a retourné la situation contre moi. Elle disait que j'étais devenu parano, jaloux, contrôlant. Elle commençait à faire des petites piques, comme quoi je devenais obsessionnel. À chaque fois que je lui posais une question sur un truc qui ne collait pas, elle me regardait comme si j'étais un gamin qui inventait des histoires. Plus j'insistais, plus elle s'éloignait. Elle passait encore plus de temps au bureau. À la fin, j'avais l'impression de ne plus reconnaître la femme que j'avais épousée. Mais la vraie preuve est venue d'une collègue à elle. Appelons-la Amandine. Elle est passée à l'atelier pour une vidange. Elle avait l'air surprise de me voir. Elle m'a dit un truc du genre « Ah bon, je pensais que vous étiez déjà séparés. » Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a expliqué que tout le monde au bureau était au courant pour les déjeuners spéciaux entre Claire et Julien. Apparemment, ils ne se cachaient même plus. Amandine a aussi ajouté que Claire racontait à tout le monde qu'on était séparés et qu'on ne vivait plus ensemble. Pendant ce temps-là, moi je rentrais chaque soir à la maison. Je préparais à dîner. Elle ne rentrait jamais. Et c'est moi qui payais toutes les factures. J'ai appris qu'elle avait même enlevé son alliance au travail, en disant que ça ne collait pas avec son image professionnelle. C'est difficile à expliquer, ce qu'on ressent quand on découvre que toute sa vie est un mensonge. Je sentais que ça allait arriver. Chaque souvenir devenait pourri de l'intérieur. Toutes ces nuits où je l'attendais, où je la défendais face à ma famille, quand il disait qu'elle avait changé. Même ce foutu costume hors de prix que j'avais acheté pour la fête de Noël. J'étais coincé dans une espèce de monde parallèle, où j'essayais encore de sauver notre mariage, alors qu'elle disait déjà aux autres que tout était fini. Le pire, ce n'était même pas la trahison. C'était de réaliser à quel point elle avait tout fait pour me faire passer pour un imbécile. Le type à côté de la plaque, qui ne voit rien venir. J'ai commencé à rassembler des preuves. Je savais que notre mariage était mort. Mais je ne voulais pas qu'elle me piétine, comme elle l'avait toujours fait. Un pote à moi, flic, m'a aidé à mettre en place un système. Je notais les dates, les heures, les dépenses suspectes. Je prenais des captures d'écran de sa localisation. Elle n'était jamais là où elle disait être. Chaque preuve, c'était comme un clou de plus dans le cercueil de notre couple. Mais au moins, c'était moi qui tenais le marteau. Ils avaient tout un système. Claire me disait qu'elle avait des séminaires le week-end. Mais en réalité, elle retrouvait Julien dans un hôtel chic du centre-ville. J'ai trouvé les reçus. Elle avait utilisé notre carte commune au lieu de la sienne. Une erreur de débutante. Mais ce qui m'a vraiment achevé, c'est quand j'ai trouvé sur son ordi des captures d'écran de maisons qu'ils regardaient ensemble. De grandes maisons, luxueuses, dans les quartiers huppés. Dans leurs messages, ils rigolaient en disant qu'ils pourraient se les offrir une fois qu'ils se débarrasseraient du poids mort. Je suis à peu près sûr qu'ils parlaient de moi. Ma sœur Élise est passée un jour à l'atelier. Elle m'a vu dans un sale état. Je ne dormais plus. Elle a regardé toutes les preuves que j'avais rassemblées. Elle m'a dit qu'il me fallait un avocat, et vite. Elle connaissait un type spécialisé dans les divorces. Il avait déjà traité des cas comme le mien. Pendant tout ce temps, je continuais mes cours du soir en gestion. Je restais tard à l'atelier. Un soir, Claire est rentrée plus tôt que prévu. Elle m'a surpris en train de consulter des papiers financiers à la table de la cuisine. Elle a demandé « Encore des factures de réparation ?» avec ce sourire condescendant que je supportais plus. J'ai dit « Ouais, j'essaie juste de tout suivre. » Et j'ai discrètement glissé mes devoirs de gestion sous les vraies factures du garage. Tu sais comment on est, nous les mécanos. Elle a poussé son soupir théâtral habituel. Tu vois, si tu m'avais laissé gérer les comptes comme je te l'ai proposé. J'ai quand même un master en gestion. Oh, je voudrais surtout pas te déranger avec les problèmes d'un petit garage, j'ai répondu, en pensant au cours de valorisation d'entreprise que je venais de réussir haut la main. Puis j'ai ajouté, et puis, t'es tellement occupé en ce moment avec toutes ces réunions tardives. C'était comment, celle de ce soir? Productive, elle a dit, tout en fixant son téléphone. On travaille sur quelque chose de gros. J'ai marmonné, je parie que oui. En rangeant mes papiers, j'ai ajouté, ne te laisse pas distraire par moi.
Je vais rester sur ce que je sais faire. Elle m'a lancé ce regard plein de pitié que je déteste. Et elle est partie. Qu'elle pense que je ne suis qu'un mécano débile, ça m'allait. Elle ne savait pas ce que je préparais. Et franchement, c'était mieux comme ça. Pendant qu'elle passait son temps à mépriser mon métier, moi, je construisais quelque chose de plus grand. Mais la goutte d'eau, c'est quand j'ai regardé notre compte épargne commun. Il était presque vide. Elle avait tout transféré ailleurs. Elle avait laissé juste assez pour couvrir les factures du mois. Quand je lui ai demandé des explications, elle a dit qu'elle investissait dans son avenir. Elle ne faisait même plus semblant. C'est là que j'ai enfin appelé l'avocat. La rencontre avec lui a tout changé. Il a regardé tout ce que j'avais rassemblé. Il m'a dit que j'avais un dossier solide. Surtout que, dans notre région, l'infidélité compte dans une procédure de divorce. Il m'a aussi dit de ne rien changer, de faire comme si de rien n'était, le temps qu'il prépare les papiers. Et ça, c'était le plus dur. Pendant 2 semaines, j'ai dû faire comme si tout allait bien. Chaque matin, je regardais Claire se préparer pour aller bosser, en sachant très bien qu'elle allait voir Julien. Elle rentrait tard. Je devais écouter ses mensonges sur ses réunions clients. Une fois, j'ai même dû dîner avec ses parents. Toute la soirée, il parlait de comment je devrais lui céder une partie de la maison, pour assurer son avenir. L'avocat m'a conseillé d'avoir une preuve des pressions de son père. Alors j'ai commencé à enregistrer nos conversations. C'est légal ici avec le consentement d'un seul interlocuteur. Et j'ai enregistré des trucs intéressants. Son père, en rigolant, disait clairement qu'il me rendrait la vie impossible si je ne donnais pas à Claire ce qu'elle voulait. Puis le jour de l'explosion est arrivé. C'était un jeudi comme les autres. Le soir habituel où Claire restait en réunion tardive. Mon voisin m'a appelé à l'atelier. Je pensais que tu devrais savoir, Maxime, Claire vient d'arriver avec un type que je n'ai jamais vu. Ils sont entrés ensemble. Je savais exactement qui c'était. Mes mains étaient calmes pendant que je rentrais chez moi. C'est étrange à quel point on peut rester calme quand on affronte enfin ce qu'on savait depuis longtemps. Je suis entré. Ils étaient dans la cuisine. Claire et Julien. Ses mains posées sur ses hanches. Le regard qu'elle a eu en me voyant, je ne l'oublierai jamais. Sortez. J'ai dit ça calmement. Tous les deux. Maintenant. Son visage est passé de la surprise à la colère en une seconde. C'est aussi ma maison, tu peux pas. La maison que j'ai payée, j'ai dit, toujours d'un ton posé. Ça la rendait encore plus furieuse. Tu as 30 minutes pour faire un sac et partir. Julien est sorti sans un mot. Pendant que Claire hurlait, en parlant de ses droits. Elle criait encore en appelant son père. 20 minutes plus tard, le 4x4 de son père a déboulé dans l'allée. Son frère Thomas a sauté du véhicule avant même qu'il ne s'arrête. Tu ne peux pas mettre ma fille à la porte, a hurlé son père, en essayant de me pousser pour entrer. Thomas était juste derrière lui, gonflant la poitrine comme s'il allait se battre. J'ai levé mon téléphone, déjà en train d'enregistrer. Vous êtes sur une propriété privée. J'ai appelé la police. Ils arrivent. C'est la maison de ma fille, j'ai signé le prêt, cette maison m'appartient, a crié son père, en agitant un dossier devant moi. Mais je voyais bien l'hésitation dans ses yeux. Ta fille me trompe depuis des mois, j'ai dit assez fort pour que les voisins entendent. J'ai des preuves. Les reçus d'hôtel. Les messages. Tu veux vraiment faire ça ici, devant tout le monde? C'est là que les flics sont arrivés. Faut croire que la famille de Claire avait oublié que j'avais le commissariat local en numéro rapide après avoir réparé la moitié de leur voiture. Thomas a encore tenté de forcer la porte, mais il s'est figé en voyant les agents approcher. C'est fou comme l'attitude change vite quand on réalise qu'on risque une plainte pour violation de domicile. L'heure qui a suivi a été étonnamment calme. Claire a fait ses bagages, surveillée par la police. Son père et Thomas attendaient près de la voiture, de moins en moins sûrs d'eux. En sortant, Claire a tenté une dernière fois. Tu vas le regretter. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. J'ai juste souri. En fait, pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement ce que je fais. Le lendemain, mon avocat a lancé la procédure de divorce. Claire a reçu les papiers à son bureau. J'ai appris plus tard qu'elle avait fait tout un cinéma. Elle pleurait devant ses collègues, disant à quel point j'étais cruel. En réalité, elle prévoyait depuis longtemps de prendre la moitié de mes biens et d'emménager avec Julien. Son avocat a contacté le mien pour essayer de négocier avant que ça ne devienne trop sale. Ils ont proposé de me laisser la maison si je versais une énorme compensation à Claire. Le montant était délirant.
Comme s'ils pensaient que je cachais de l'argent. Mon avocat leur a dit d'aller se faire voir. Ce week-end-là, ça a été la folie. La famille de Claire a raconté à tout le monde que j'étais violent, que je l'avais piégée dans un mariage toxique, que je voulais la mettre à la rue. Certains de ses amis ont même posté des trucs sur moi sur les réseaux. Ma sœur voulait répondre. Je lui ai dit de les laisser s'enterrer eux-mêmes. Claire a essayé de revenir à la maison pour récupérer d'autres affaires. Mais j'avais changé les serrures. Mon avocat a dit qu'elle devait passer par les voies officielles. Elle m'a laissé un long message vocal, disant que j'étais mesquin et immature. Assez culotté venant de quelqu'un qu'on a surpris en pleine maison avec son amant. Les semaines suivantes, c'était un vrai cirque administratif. Leur avocat envoyait des lettres pleines d'exigences. Ils agissaient comme si Claire avait droit à tout. Parce que son père avait co-signé le prêt. Ils croyaient vraiment m'avoir piégé. Ils ont même envoyé une liste détaillée de ce qu'ils voulaient, la maison, la moitié de mes économies, ma voiture de collection, même mes outils. Comme s'ils faisaient leur shopping dans un catalogue. La première audience n'était qu'une audience préliminaire. Mais Claire et sa bande faisaient comme s'ils avaient déjà gagné. Elle est arrivée avec ses parents, Julien et un avocat très chic. On aurait dit un acteur de série télé. Ils étaient tous assis ensemble, chuchotant et me montrant du doigt comme si j'étais une blague. Mon avocat m'avait dit de porter ma tenue de travail. Pas celle tachée de graisse. Mais mon uniforme propre, avec mon nom et mes certifications. Il disait que ça montrerait que j'étais un pro, pas un glandeur comme ils essayaient de le faire croire. Claire a même rigolé en me voyant. Elle a dit à Julien, assez fort pour que tout le monde entende, que je ne savais même pas comment m'habiller pour aller au tribunal. Quand l'avocate de Claire a commencé à parler du fait qu'elle avait soutenu ma carrière et qu'elle avait contribué à la création de l'entreprise, j'ai cru que j'allais exploser. Ils ont essayé de faire croire qu'elle s'occupait de la comptabilité de l'atelier. Ce qui était complètement faux. Elle n'a jamais touché un seul de mes papiers pro. Puis ils ont parlé de la maison. Le père de Claire a témoigné. Il a dit qu'il avait co-signé le prêt parce que je n'étais pas assez stable financièrement pour l'obtenir seul. Comme s'il avait fait une œuvre de charité. Mon avocat, lui, prenait des notes tranquillement. Il restait calme pendant que leur camp montait toute cette histoire inventée. Les choses sont devenues intéressantes quand ils ont mentionné Julien. Ils ont prétendu que c'était juste un collègue. Qu'il aidait Claire à traverser une période difficile. Mon avocat a alors sorti les copies des messages, les reçus d'hôtel, et des photos d'eux ensemble. Et tout ça à des moments où Claire disait être en séminaire pro. La mère de Claire s'est levée pour faire un grand discours dramatique. Elle a dit que sa fille méritait mieux que d'être l'épouse d'un mécano. Que je l'empêchais d'atteindre son vrai potentiel. Elle a même parlé d'un contrat de mariage qu'ils avaient voulu qu'on signe. Et que j'avais refusé. Le tout, soi-disant pour protéger tout le monde. Pendant ce temps, Julien souriait comme s'il avait déjà gagné. Il a même montré ses bulletins de salaire et ses primes. Pour prouver qu'il pouvait lui offrir un meilleur train de vie. Mon avocat s'est contenté de sourire et a ajouté les papiers à notre dossier. Il ne savait pas ce qui les attendait. Pendant la pause, j'ai entendu Julien et Thomas parler de la façon dont ils allaient redécorer ma maison. Ils voulaient transformer mon garage en salle de sport. Le père de Claire, lui, était au téléphone avec un entrepreneur. Il demandait déjà des devis pour des travaux. Le plus absurde, c'est quand l'avocate de Claire a dit qu'elle avait une part sur mes outils. Parce qu'elle avait aidé à les choisir. Mon avocat lui a demandé de nommer un seul outil. Elle n'a pas pu. Elle a essayé de se rattraper en disant qu'elle avait soutenu le processus d'achat. Le juge a levé les sourcils à ce moment-là. Ils ont aussi mentionné mes cours du soir. Mais en déformant totalement la vérité. Ils ont dit que je négligeais mon mariage en allant à l'école au lieu de passer du temps avec Claire. Bien sûr, ils ont soigneusement évité de dire qu'elle passait ces mêmes soirées avec Julien. À la fin de la première journée, l'avocate de Claire a présenté leur demande. Ils voulaient la maison, en disant que la signature du père la rendait partiellement à eux. Ils voulaient la moitié de mon entreprise. Même s'ils ne savaient même pas qu'elle m'appartenait. Et ils voulaient ma voiture de collection. Parce que, soi-disant, Claire avait enduré des années de réparation dessus. Et méritait une compensation. Le juge a fixé une nouvelle audience pour la semaine suivante. En sortant du tribunal, le père de Claire a essayé de m'intercepter sur le parking. Il a dit qu'on pouvait tout régler rapidement si je signais ce qu'il voulait. Mon avocat a tout filmé. Cette semaine-là a été un enfer. Je dormais à peine. Je savais que tout ce pourquoi j'avais travaillé était en jeu. La menace du père de Claire tournait en boucle dans ma tête.
Même si on l'avait en vidéo, j'avais peur que ça ne suffise pas. Mon avocat m'a dit qu'on avait un plan solide. Mais j'avais toujours l'impression qu'il préparait quelque chose. Chaque nuit, je descendais dans mon atelier. Je restais là, assis, à regarder mes outils. Me demandant si ce n'était pas la dernière fois que je les voyais à moi. Ma famille essayait de me remonter le moral. Mais ils voyaient bien que j'étais au bout. Ce que Claire et sa famille ne comprenaient pas, c'est que toute leur manigance me rendait encore plus déterminé à aller jusqu'au bout. Le jour de la deuxième audience, j'avais l'impression d'entrer sur un ring. Pour le combat de ma vie. L'équipe de Claire a défilé témoin après témoin. D'abord un expert qui avait gonflé la valeur de mon atelier sans jamais y avoir mis les pieds. Puis Julien, qui racontait à quel point Claire avait souffert émotionnellement parce que j'étais ouvrier. Et enfin son père, qui réécrivait totalement son rôle dans notre vie. Pendant ce temps, mon avocat continuait à prendre des notes avec ce petit sourire qu'il garde pour les moments clés. Moi, je pensais à une chose, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le vrai spectacle a commencé quand ce fut notre tour. Mon avocat a appelé notre premier témoin. Mon ancien patron. L'équipe de Claire avait l'air perdue. Il pensait sûrement qu'il allait parler de ma ponctualité ou de ma rigueur. Au lieu de ça, il a sorti un contrat signé il y a 6 mois. Quand il préparait son départ à la retraite, il n'avait pas seulement engagé un gérant. Il m'avait vendu tout le garage. J'étais propriétaire de l'atelier depuis 6 mois. Mais j'avais continué à bosser comme d'habitude. Parce que j'aimais le boulot. Tu aurais dû voir leur tête. Le sourire de Julien a disparu. Le père de Claire a arrêté de chuchoter à son avocate. Et Claire est devenue blanche comme un linge. Mon avocat a commencé à montrer les documents. Les cours de gestion que je suivais depuis 2 ans pour préparer le rachat. Le prêt obtenu sans garant. Les comptes du garage. Et les chiffres étaient bons. Bien meilleurs qu'il ne l'avait imaginé. Ces réparations haut de gamme que je faisais sur des voitures de luxe, elles rapportaient beaucoup. Puis, mon avocat a révélé la valeur réelle de l'entreprise. Toutes ces nuits où Claire croyait que je changeais des pneus, j'étais en train de construire quelque chose. Le garage avait des contrats avec 3 concessions de voitures haut de gamme. Un accord d'entretien avec une société locale. Et un deuxième local en préparation. Claire a bondi. Elle a essayé d'interrompre. Elle disait qu'elle avait droit à la moitié du garage, puisqu'on était mariés quand je l'ai acheté. C'est là que mon avocat a sorti l'acte d'achat. Daté de 2 semaines avant que je découvre son infidélité. Payé intégralement avec mes économies et un prêt à mon nom. Le juge lui a demandé pourquoi, si elle était aussi impliquée dans l'entreprise comme elle le prétendait, elle ne savait rien de cette vente. Son avocate a tenté de dire que je cachais des biens. Mais ça n'a pas pris. On avait des preuves montrant qu'elle était avec Julien le jour même de la signature. Son père a tenté de se rattraper en reparlant du prêt immobilier. Mon avocat a calmement montré que j'avais déjà renégocié le crédit. J'avais été approuvé facilement grâce aux revenus de mon entreprise. Le père de Claire n'était même plus co-signataire. J'avais fait ça 2 mois plus tôt. Pendant que préparaient leur plan pour tout me prendre. Pendant la pause, c'était le chaos dans le couloir. Claire hurlait sur son avocat. Elle disait qu'il aurait dû mieux enquêter sur mes finances. Julien avait disparu. Faut croire que découvrir que sa copine n'allait pas devenir riche a changé ses plans. Thomas était au téléphone, paniqué. Leur mère tentait de calmer tout le monde. Le meilleur moment, c'était le père de Claire. Il était rouge écarlate. Il criait sur son avocat, disant qu'ils auraient dû engager un détective privé. Mon avocat a tout filmé. Il disait que ça pourrait servir si jamais il tentait encore quelque chose. Quand on est revenu dans la salle d'audience, Claire avait changé d'attitude. Elle s'est mise à pleurer. Elle disait au juge qu'elle avait toujours cru en mes rêves. Qu'elle avait soutenu mes objectifs. Qu'elle avait même refusé des postes mieux payés pour rester en ville et m'aider à réussir. Le juge restait impassible. Son avocat a essayé une autre approche. Elle disait que le soutien émotionnel de Claire était essentiel à la réussite de mon entreprise. Et qu'elle méritait un pourcentage de la valeur du garage en compensation. Mon avocat a alors fait écouter des enregistrements. Où Claire se moquait de mon travail. Où elle me traitait de « bricoleur graisseux ». Où elle disait à Julien qu'elle avait honte de mon métier. Puis un type en costume est entré. C'était l'avocat de Julien. Il disait que Julien n'était pas au courant de toute la situation. Qu'il voulait se désengager de tout aspect financier. Claire avait l'air d'avoir pris une gifle. Apparemment, son copain n'était pas prêt à rester quand il a compris qu'il n'y aurait pas d'argent à la clé.
Le verdict final était magnifique. Claire ne recevait rien de l'entreprise. Le juge a dit qu'elle n'avait aucun droit sur quelque chose dont elle ignorait même l'existence. La maison m'appartenait, entièrement. Elle gardait sa voiture, qui était déjà à son nom. Et recevrait une petite pension pendant 3 mois, le temps de se retourner. C'est tout. Claire a complètement craqué. Elle s'est mise à pleurer. Elle disait que c'était injuste. Qu'elle avait perdu des années avec moi. Le juge lui a demandé de se taire. Ou il la sanctionnerait. Sa mère a dû presque la traîner hors de la salle. La suite a été épique. Le père de Claire a essayé de salir ma réputation dans le milieu pro. Mais ça s'est retourné contre lui. D'autres patrons savaient déjà que j'avais racheté le garage. On bossait ensemble dans l'association des commerçants. Certains m'ont même envoyé leurs clients de luxe. Juste pour le principe. La réputation de mon atelier s'est améliorée. Les gens aiment le fait que le patron continue à mettre les mains dans le cambouis. J'ai eu de plus en plus de clients haut de gamme. Des gens qui veulent un vrai pro, pas un type en costume qui a juste racheté un garage. Tu te souviens comment Julien a fui pendant la pause? Le karma l'a rattrapé. Son entreprise avait une politique stricte sur les relations au bureau. Quelqu'un, pas moi, a envoyé les documents du tribunal au service RH. Résultat, rétrogradation et mutation dans une agence paumée à 3 régions d'ici. Claire a essayé de garder son boulot. Mais le scandale a ruiné sa réputation. Le client qu'elle gérait avec Julien a demandé à changer d'équipe. Elle a fini par démissionner. Elle a tenté de poursuivre la boîte en justice pour harcèlement moral. Ça n'a mené nulle part. Quant à moi, mon atelier se porte à merveille. J'ai ouvert ce 2e local dont je rêvais. J'ai embauché des bons mécanos. Des vrais, qui aiment leur métier. Le père de Claire a voulu se racheter une image. Il disait partout qu'il m'avait mentoré. Qu'il était à l'origine de mon succès. Personne n'y a cru. Les autres patrons avaient vu les documents du procès. Ils savaient qu'il avait essayé de me voler ma maison. Sa réputation a pris un coup. Apparemment, les gens n'aiment pas trop travailler avec quelqu'un qui essaie de dépouiller son propre gendre. Et cette fameuse maison que Claire voulait tant? Je viens de terminer les rénovations. J'ai ajouté un nouveau garage, 2 fois plus grand que l'ancien. Parfois, je la vois passer lentement devant. Sans doute en train de repenser à tous ses projets. Thomas, lui, emmène encore sa voiture dans d'autres ateliers. Il paie plus cher pour un service moins bon. Le mois dernier, j'ai reçu un long mail de Claire. Elle disait qu'elle regrettait tout. Qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Qu'elle avait découvert qui était vraiment Julien, surtout après qu'il soit parti sans même lui dire. Elle voulait savoir si on pouvait discuter. Je n'ai jamais répondu. Ma sœur Élise me dit souvent que je devrais écrire un livre sur toute cette histoire. Mais pour l'instant, je suis trop occupé à faire ce que j'aime, gérer mes ateliers et réparer des voitures. La meilleure vengeance? Je porte toujours mon uniforme de travail. Je pourrais porter des costumes si je voulais. Mais je suis fier de ce que je fais. Les autres mécanos me respectent. Parce que je ne crains pas de me salir les mains avec eux. On vient de décrocher un autre contrat important. Et quand les clients sont venus signer, j'étais sous une voiture à faire une inspection. Certains amis de Claire, ceux qui se moquaient de mon métier à l'époque, essaient maintenant d'avoir un traitement de faveur chez moi. Ils font comme si rien ne s'était passé. Moi, je les traite comme n'importe quel client. Pas besoin de vengeance mesquine. Le succès parle pour moi. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies et bouleversantes qui se passent tout autour de vous.